Moi, ce que je voudrais maintenant, c'est lier Annie et Sylvie à Mario Draghi. Vous savez, la déclaration, moi je dirais que mon slogan de campagne, ça risque d'être « Mon adversaire, c'est toujours la finance ». Et le changement de discours, c'est pas pour maintenant. Mais parce que, bon, mais ceci dit, dans la déclaration de Hollande, il y avait déjà des trucs qui me gênaient quand il disait « Mon adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, et pourtant il gouverne ». Moi, je considérais que cet adversaire, il avait 1000 noms, 1000 visages, et presque tous les partis, et que c'était pas trop étonnant qu'il gouvernait. Et je pense que c'est un travail politique que de rendre ces visages visibles, de montrer que le cas de Annie et Sylvie ne tombe pas n'importe où. Alors, normalement, j'ai les photos. Après, elles ne sont pas classées dans le bon ordre. Attendez, hop. Alors là, vous avez Laurent Saumon. Ça, vous ne le connaissez pas trop, mais c'est le président du conseil départemental de la Somme. Donc le premier visage, pour moi, c'est celui de Annie et Sylvie, vous l'avez vu en direct. Vous avez le président du conseil départemental de la Somme, donc qui se revendique humaniste, mais qui apparemment ne culpabilise pas. C'était ma question, mais Monsieur Saumon, vous êtes vétérinaire, vous êtes président d'une communauté de communes, vous êtes président du conseil départemental. Au total, vous devez frôler les 7 000 € par mois. Est-ce que vous n'avez pas honte de diminuer le salaire de personnes qui sont à 1000 €. Et en fait, il faut vous dire que c'est quasiment une loi des temps qui sont les nôtres, que ce soit les gens qui sont payés des milliers et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros ou des centaines de milliers d'euros, qui veulent nous faire dire que ce sont les autres les privilégiés et que c'est eux qui doivent renoncer à leurs acquis. Mais bon, donc je lui demandais à Laurent Saumon qui fuyait cette question. Donc voilà le premier visage. Maintenant, là où il y a plus une difficulté, c'est que Laurent Saumon, il dit, ben voilà, le problème, c'est qu'on a eu des baisses de dotation des collectivités. Et c'est vrai. En gros, sur les 4 dernières années, il y a eu 10 milliards de baisses de dotation des collectivités, de baisse de dotation aux collectivités de la part de l'État. Donc 10 milliards d'euros. Pour la Somme, ça représente moins 16%. Et donc après, on peut se demander à qui on doit supprimer ces 16%-là, quoi. Sachant qu'on vient de construire un rond-point pour Amazon, pour le futur site d'Amazon, c'est 1 million d'euros. Un autre rond-point pour le futur site de Nestlé, pour le site de Nestlé actuel, c'est également 1 million d'euros. Donc après, sur quoi on réduit? Mais il se trouve que le député actuel, Pascal Demarthe, qui est le suppléant de Pascal Boitard, donc qui est là, des députés socialistes, ont tous deux voté toutes les baisses de dotation aux collectivités. Donc il y a un peu un contraste entre ce qu'on fait à Paris et ce qu'on fait, et ce qui se produit sur le terrain, parce que Pascal Boitard, elle proteste contre les conséquences de ce qu'elle a en fait décidé à Paris. Ensuite, bon, ils ont également voté sans difficulté le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards d'euros par an pour les entreprises. D'après le rapport France Stratégie du Premier ministre, ça a permis de sauver ou de créer 100 000 emplois. Donc, sachant que si on avait directement donné de l'argent au public, ça permettait d'en créer 600 000 à 700 000. Là, c'est 200 000 € par emploi, quoi. Un SMIC, c'est 20 000 € par an. Donc, on pourrait fonctionnariser avec ce CICE 600 000 Sylvie, 600 000 Annie. Pascal Demarthe et Pascal Boitard ont voté pour ça, comme bon, le gros des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Ensuite, vous avez François Hollande. Vous avez Angela Merkel. Pourquoi? Parce que la baisse des dotations aux collectivités, elle est liée à une chose, c'est le TSCG. Alors TSCG, j'ai noté ce que j'ai, parce que je l'oublie toujours en fait. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe. Donc c'est le traité que Hollande avait dit qu'il ne signerait pas. Traité Sarkozy-Merkel qui ne signerait pas, et finalement il le signe dès l'automne. Que prévoit le TSCG?
Donc on avait le critère de Maastricht, bon voilà, c'était 3% de déficit. Maintenant, à partir de 3% de déficit, il y a des contraintes juridiques. Et surtout, au-delà de 0,5% de déficit, il y a des mécanismes de correction avec sanctions automatiques au-delà de 3%. Donc on voit bien, c'est un renforcement des critères de Maastricht que partiellement appliqué. Mais enfin, ceci dit, il n'y aurait pas eu de baisse de dotation aux collectivités et il n'y aurait pas eu derrière de précarisation de l'emploi à Amiens si jamais il n'y avait pas eu ce traité qui avait été signé en 2012. Et j'en viens donc à Mario Draghi, parce que évidemment, moi qui suis allé à Francfort faire des reportages pour l'émission Là-bas si j'y suis, l'obsession de la Banque Centrale Européenne pour l'austérité, pour la réduction des déficits, pour la lutte contre l'inflation, même quand il n'y a pas d'inflation, c'est une donnée qui pèse sur la construction, sur ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a un lien relativement direct, enfin, en cascade, sur les décisions. Donc le TSCG, qui lui aussi a été voté par les députés français à l'Assemblée nationale, mais je pense qu'il y a un lien comme ça de cause à effet qui est relativement existant entre Mario Draghi à Francfort et Annie et Sylvie. Alors maintenant, c'est vrai que c'est compliqué d'effectuer ce travail politique de restitution des liens. C'est plus facile quand on a un arabe sur son palier et ceci que de dire, bah voilà, ce qui n'est pas juste, c'est qu'il touche des allocations et machin. Donc on voit bien très bien la difficulté de notre travail politique. Qu'est-ce que je veux devenir? Et ça fera le lien aussi avec Annie et Sylvie. Moi, je veux devenir leur représentant. Et au fond, ça fait maintenant 18 ans que c'est mon métier que de vous représenter. De vous représenter, donc, je dis, à travers mon journal. Donc voilà, c'est un papier sur les auxiliaires de vie, mais auparavant, ça a été des papiers sur l'intérim, parce qu'on avait constaté que le seul moment où il y avait un petit papier dans l'Obs sur l'intérim, par exemple, c'était quand les cadres... Le titre, c'était « Intérim, les cadres s'y mettent ». C'était le seul papier sur des années de l'Obs, c'est-à-dire que ça se mettait à intéresser l'observateur quand les cadres s'y mettaient. On a fait les contrats emploi solidarité, on a fait les CLU, ainsi de suite. Et vous voyez... toute la difficulté que je peux avoir à rendre médiatisée, rendre visible la problématique des AVS. Parce que si cette problématique est invisible, il n'y a pas de raison qu'on traite le problème. Donc j'ai proposé à des tas de médias qui m'ont invité d'inviter des AVS, de faire ce qu'on a fait ce soir, quoi, en disant voilà, il y a quand même un problème, on fait payer en Europe la précarité, la réduction des déficits et tout ça, ce sont les femmes et les femmes les plus fragiles, les plus précaires qui les payent, ça n'intéresse pas. J'ai été invité par exemple dans une émission 28 minutes sur Arte, et je voulais que ça soit l'une de ces photos, on doit choisir une photo. J'ai voulu choisir l'une de ces photos, et en expliquant pourquoi et tout ça. Ils m'ont dit « Ah non, c'est trop technique, machin, on va pas y arriver, tout ça », sachant que la technique justifie toujours du politique. Donc on pouvait mettre des photos de femmes libanaises, ça allait, d'Indiens au Dakota du Sud, ça allait, mais ce qui se passe à côté de chez nous, ça n'allait pas. Et je dirais que ce travail de représenter ça, c'est quelque chose que je m'efforce de faire depuis longtemps. Moi, je crois qu'il y a une souffrance de l'irreprésentation. Par les classes populaires en général. C'est quelque chose de ne pas avoir... Alors, c'est tout le travail aussi qu'on avait fait, par exemple, pour De l'air à France Inter. On avait mené une bagarre. Quand Mermet a été bazardé, on voulait qu'il y ait à nouveau une émission de reportage quotidienne et critique, et on a fait ce calcul sur une journée, donc on l'avait fait sur 2 journées, mais enfin, sur une journée, il y avait 18 minutes sur 18 heures, on avait fait 18 heures, soit 18 minutes sur 1080 minutes, soit 1,7%, qui était consacré aux classes populaires. Donc, c'est-à-dire qu'on avait 2 minutes à 6h20 dans une friperie Emmaüs. Avant d'accoucher, je me suis... Donc, c'est une femme, une jeune mère qui témoignait. Avant d'accoucher, je me suis dit que jamais je mettrais de l'occasion à mon enfant. Et vu les prix, on essaye de faire des économies là où on peut, et ainsi de suite. Qui parle à France Inter à la place des ouvriers, employés, travailleurs et tout ça? Ce sont les artistes, donc c'est moi, là, pour aujourd'hui. Bah ouais... Réalisateurs, acteurs, chanteurs, 3h20 par jour, c'est eux qui dominent. Les experts, politologues, psychologues, juristes, 2h20. Les patrons, et puis les financiers, promoteurs, consultants et tout ça, 1 heure. Et donc, en fait, on a quasiment une inversion. C'est-à-dire que ce sont des classes ultra-minoritaires qui sont ultra-majoritaires à l'antenne, et ce sont les classes majoritaires qui sont ultra-minoritaires à l'antenne. Et je pense que c'est une douleur que cette irreprésentation-là, où on avait fait un papier là-dessus aussi, à l'Assemblée nationale, où les ouvriers et employés, donc c'est-à-dire ce qui est supposé nous représenter, où les ouvriers et employés sont complètement absents. Je dis, c'est une douleur, moi personnellement, c'est une souffrance que j'ai
dont j'ai l'impression d'avoir subi. Ouais. Quand j'étais adolescent, et je pense que c'est l'un des motifs qui me fait lancer Fakir, j'avais le sentiment de ne pas être représenté. Que ma parole, je ne la retrouvais pas, je ne retrouvais pas d'écho, notamment, je dis France Inter parce que c'était mon média, que je ne retrouvais pas d'écho de cette parole-là, et ça générait chez moi une souffrance, mais une souffrance physique. Il me poussait des boutons en écoutant la radio, de me dire qu'il n'y avait pas... l'un des moments, par exemple, il y a des moments où on se sent comme libéré. L'un des moments où je me suis senti libéré, c'est quand j'ai vu Serge Halimi passer arrêt sur image chez Schneiderman, et où j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'il portait ma parole, et ça faisait du bien, quoi. Mais par exemple, quand vous savez Xavier Mathieu, il a un peu envoyé balader Pujadas, quoi. C'est un truc, ça dure 2 minutes. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien, 2 minutes, c'est comme un éclair dans la nuit. C'est 2 minutes de vérité et ça efface tous les mensonges, tous les non-dits, tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai lancé Fakir au départ, c'était pour ça. Il y avait eu la fermeture de l'usine Yoplait. Dans le journal des Amiénois, donc le journal municipal, eh bien, il n'y avait rien sur la fermeture. C'est quand même 90 familles qui se retrouvaient dans la merde. Et il n'y avait pas une ligne. Donc c'est ce que j'ai appelé constamment, mais c'était ma grille de lecture dominante de critique des médias, c'était ce que j'appelais le mensonge par omission. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils disaient mentez, c'est que ça n'était pas présent. Et du coup, on avait en une du journal des Amiénois à ce moment-là, Amiens, un carnaval fou et gratuit. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient menti, parce que sans doute que le carnaval, il s'annonçait fou et gratuit. Ils le prévoyaient même d'avance, vous voyez ? Parce qu'à Amiens, on est capable de prévoir la météo comme ça, 2 ou 3 semaines à l'avance. Bon, donc voilà, donc je pense que c'est une grosse souffrance. Là, je ne sais pas si vous avez vu, enfin je pense, hein, comme vous êtes du coin, ah oui, j'avais un autre truc. Est-ce que tu pourrais mettre Google Images et taper auxiliaire de vie sociale ? Je ne sais pas qui c'est qui gère. Parce que, bon, vous avez vu les images là, des auxiliaires de vie sociale. Il y a un truc que je pense depuis longtemps, c'est que si j'étais président du conseil départemental, je financerais des postes de photographes publics. C'est-à-dire des photographes qui montreraient les gens au travail. Parce que finalement, c'est comme un trou noir dans notre existence. Enfin, moi, mon père, il a travaillé chez Bonduelle pendant des années. Et ben, j'ai aucune image de mon père bossant, allant voir les petits pois dans les champs et puis tout ça. Et c'est le cas, on a plein de photos de communion, enfin c'est plus fini les communions, mais enfin des photos où on bouffe à Noël avec nos enfants et tout ça, où on va à la plage. C'est quasiment comme si les images étaient finalement notre monde inversé, notre ordinaire inversé, une inversion de notre ordinaire. C'est-à-dire que c'est exceptionnel qu'on aille à la plage, c'est exceptionnel qu'on aille à la montagne, et c'est ça qui va se trouver surreprésenté, tandis que notre ordinaire qui est celui du travail, et qu'il ne faut pas se représenter seulement comme un univers de souffrance, mais aussi de réalisation, mais on ne peut pas le montrer à ses enfants, à sa famille, et ainsi de suite. Et donc moi, je souhaitais le financement de postes de photographes publics qui iraient dans les boîtes pour faire la tournée de ça. Alors, je vous montre ça parce que si vous voyez la comparaison, vous voyez un peu l'iconographie, comment, pour les photos qui peuvent exister des auxiliaires de vie sociale, le travail est hyper lissé. Vous avez toujours des nanas qui ont des nattes, des nattes super bien faites, la police, et puis avec des mamies souriantes, et ainsi de suite. Voilà ce contre quoi finalement je me bagarre depuis 10 ans, c'est-à-dire contre cette omission et ce lissage de la réalité. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je voulais vous montrer. Et donc là, j'étais à un truc à Chambéry, on avait une discussion pour les 40 ans de la librairie Jean-Jacques Rousseau. Et comme c'était avec Gérard Mandilla, et puis que bon, à la fin, j'achète des bouquins pour être sympa avec les gens, quoi. Puis pour lire dans le train en retour. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle Le miroir voilé. Donc c'est un essai de Mordilla sur l'image. Et il parle d'un photographe qui prend des photos au travail et qui est George Allen Stark. Il écrit ceci qui m'apparaît assez juste. La nudité est devenue un lieu commun de l'espace public. Le corps n'est plus aujourd'hui un secret pour personne, il est pour ainsi dire à portée de la main, à vue d'œil. Mais le corps exposé, une chair calibrée, lissée, polie, donnant au regard toutes les garanties d'innocuité de l'objet industriel. Un corps modelé pour plaire et satisfaire le client sans le blesser. Une marchandise. Ce corps-là est un leurre. Le véritable corps, son double inverse, le corps invisible, inacceptable, provocateur, c'est le corps à l'ouvrage, au labeur, le corps outil des hommes et des femmes au travail.
Et donc, il poursuit un truc qui me paraît aussi super juste. Sous prétexte de sécurité, de secret industriel, la confidentialité des travaux, il est aujourd'hui en France toujours aussi difficile de pénétrer dans les usines, dans les bureaux pour photographier ou filmer l'activité industrielle. C'est quasi impossible. Le monde de l'emploi est un monde sans images. Et ça me paraît... Bon, voilà. Et je pense que, au fond, si je veux devenir votre représentant aujourd'hui, c'est parce que ça fait 18 ans que je m'efforce de vous représenter. Et, je veux dire, cette non-représentation, elle a des effets politiques. Là, vous avez vu la fermeture de l'usine Whirlpool, ça advient le jour où je suis nominé au César pour Merci Patron. Dans Merci Patron, je parle d'une usine qui délocalise, ECCE, qui délocalise en Pologne, c'est un sous-traitant de LVMH. Le jour même, donc ce jour-là, Whirlpool décide quoi ? Décide la fermeture de l'usine d'Amiens, 290 salariés, un sous-traitant, 50 postes, une centaine d'intérimaires et ainsi de suite. Pourquoi ? Pour aller en Pologne. Donc je lis le communiqué. L'usine existante du groupe à Łódź est appelée à devenir le point central de la nouvelle plateforme de production sèche-linge pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient, afin de bénéficier de plus fortes économies d'échelle. Bon. Il y a un communiqué qui est sorti par Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, par Brigitte Fourré, maire d'Amiens, par Alain Geste, président de la métropole et député. Il dit ceci, ça s'intitule « Colère et incompréhension ». C'est avec colère et incompréhension que nous apprenons la décision de Whirlpool de fermer définitivement en 2018 son site de production sèche-linge situé à Amiens. Cette fermeture répond à des impératifs exclusivement fondés sur la rentabilité financière. Il découvre des trucs, hein. L'objectif de la direction est bien de procéder à une simple délocalisation en s'appuyant sur une minimisation du coût du travail en Pologne. Surprise. Cette délocalisation, et au micro de RTL, cette délocalisation, c'est pour faire plaisir aux actionnaires. Il y a vraiment, là-dedans, on sent non seulement de l'incompréhension, mais de la surprise. Moi, je me demande, est-ce que ce sont des crétins ou est-ce qu'ils nous prennent pour des crétins ? Je veux dire, donc, ça ne cesse de se reproduire. Il y a 15 ans, j'allais chez Whirlpool, c'était mon premier plan social, pour la délocalisation du lave-linge. Non pas du sèche-linge, mais du lave-linge, qui partait de Amiens pour aller à Poprad en Slovaquie. Et donc, j'avais lu des rapports de la direction, du cabinet Sekafi FA et tout ça. Le coût du travail dans un lave-linge produit à Amiens était de 12% et passerait à 2% à Poprad. Donc c'était pleinement rationnel de la part des capitalistes de mettre en œuvre ça. Comment ils peuvent ne pas comprendre nos élus? Ça s'est passé chez Abelia, chez Magneti Marelli, chez Honeywell, ça s'est passé, je dis, même les chips Flodor, même les patates quittent la Picardie. Vous imaginez? Et donc, ça ne cesse de se reproduire. Même un gamin de 5 ans comprendrait que si le coût du travail il est moins élevé en Pologne, eh ben, les multinationales vont aller en Pologne. En fait, il y a surtout une volonté de ne pas comprendre de la part de nos élus. Il y a un mot qui est complètement absent de ce papier, c'est le mot Europe. C'est l'Europe qu'ils ont voulu. Comment on peut s'étonner en faisant l'élargissement européen et qu'ensuite on profite de cet élargissement européen pour partir dans les pays de l'Est? Comment on peut s'étonner de faire des traités où on signe pour la libre circulation des capitaux et marchandises dans l'Union européenne et ensuite venir pleurnicher sur les conséquences? Quand est-ce que ça fait 40 ans que ça dure. Ça a commencé par le textile, c'était Saint-Frère. Ensuite, on a eu l'ameublement, Paris au siège de France. On a eu l'électronique. On a eu, bon, et maintenant, c'est la métallurgie, le lave-linge et tout ça. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Comment ça se fait qu'en 40 ans, il n'y a pas eu un seul débat à l'Assemblée nationale sur les taxes aux frontières, les quotas d'importation et les barrières douanières? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne s'est pas interrogé sur l'interdiction pour Goodyear de vendre le moindre de ses pneus en France? Pourquoi il n'y a pas... Non, je ne dis même pas que les mesures ne sont pas prises. Je dis que depuis 40 ans que ça dure, eh bien, il n'y a même pas eu ce débat au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour une raison simple. Les gens qui sont touchés et qui subissent ces délocalisations ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez à l'Assemblée nationale? Vous avez à droite des médecins, des entrepreneurs éventuellement, et à gauche, vous avez pas mal de professions, de professions publiques, enseignants et ainsi de suite. C'est pas un reproche à faire à ces professions-là. Mais simplement, ils ne subissent pas de plein fouet la mondialisation ou l'européanisation. Vous savez, quand on me dit qu'il faut être généreux et tout ça, mais vous êtes généreux, on est généreux avec l'emploi des autres. Donnez-moi votre portefeuille. Je vais vous vider votre portefeuille, je vais aller le donner à monsieur là-bas. Est-ce que je suis généreux?
C'est ce qui se produit pour les classes populaires de notre département depuis maintenant 40 ans. Et on laisse faire. Et on laisse faire, et il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat sur ces questions à l'Assemblée nationale. Donc je pense que là, on a un gros souci. Comment s'étonner ensuite que cette décision économique, qui entraîne des conséquences sociales graves, avec des suites psychologiques, et produise des dégâts politiques? Comment s'étonner que dans ce cadre-là, avec cette non-représentation-là, on ait le Front National qui soit ici à 40%? C'est pas une surprise. On a choisi de laisser faire. Et aujourd'hui encore, ce débat, ben là, on dit quoi? Attendez, vous allez voir. Là, ils tapent du poing sur la table, les élus. Si Whirlpool ne consacre pas tous les efforts à la réindustrialisation, il faudra que les Français, premiers consommateurs, soient informés de la façon dont l'entreprise fabricante de produits grand public n'assume pas ses responsabilités à Amiens. Ça va chier, hein. Ah non, mais ça à la hauteur de ce qu'endurent les salariés, là, c'est clair. Hein. Donc voilà, je pense que là, il y a un... Alors, moi, ma bagarre, elle est contre la finance. Mon adversaire, c'est la finance. Mais mon adversaire, c'est surtout l'indifférence. C'est la résignation que je sens, et que vous sentez sans doute chez tous vos proches. C'est cette espèce de fatalisme ambiant. C'est comme si on avait fait affaire tous les jours à un géant à quoi bon, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs, j'ai reçu d'un lecteur qui s'appelle Mathieu Gillet, une citation de Gramsci, que je trouve assez formidable. « Je hais les indifférents. Pour moi, vivre veut dire prendre parti. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est la boule de plomb pour le novateur. C'est la matière inerte dans laquelle souvent se noient les enthousiasmes les plus radieux. C'est le marécage qui ceint la vieille cité et la défend mieux que les murailles les plus fermes. Mieux que ses guerriers. Car elle enlise ses assaillants dans ses gouffres boueux, limoneux, et elle les décime et les démoralise, et quelquefois elle les oblige à renoncer à leur entreprise héroïque. Je suis partie prenant, je vis, donc je hais qui ne prend pas parti. » Et c'est l'effort auquel je vous invite, que d'essayer, dans le cadre de cette campagne, de secouer ce fatalisme ambiant, de secouer cette résignation. Alors bon, pour ça, on va faire un camion frites, vous pourrez venir le tenir, on traverse la circonscription, on a une équipe de foot qui veut s'inscrire. On a joué la semaine dernière contre Piquigny, on a perdu 5-2. Comme j'ai dit, c'est exactement le score qu'il fallait, 2-2 à la mi-temps en plus, parce qu'il ne s'agit pas de gagner, moi je veux faire des voix, vous voyez. Mais en même temps, si on s'était pris une tôle, pendant une semaine, le village, il aurait parlé que de la tôle qu'on s'était prise. Donc ça va pas. Bon, et donc je me sentais bien, je dois dire, à faire ensuite un discours politique à la buvette du club de foot de Piquigny. À mon avis, c'est une situation relativement inédite, dans laquelle voilà. Donc, vous savez, même quand, avec les auxiliaires de vie ou avec les CLUR, par exemple, quand je tombe sur les CLUR, enfin, je les connaissais déjà, mais c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a comme étincelle au fin d'eux sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, réveiller ça, souffler dessus. Enfin, vous voyez qu'on ait le sentiment que ça reprenne vie. Et je pense que c'est, au fond de chacun, il y a cette étincelle qui existe. Moi, je joue au foot avec des flics, par exemple, tous les dimanches matins, et il y a des flics avec moi, et c'est marrant comme même... Enfin, dans la circonscription, il y a quand même une fibre rouge dans notre coin, et il ne faut pas aller chercher trop longtemps pour que ces révoltes contre leurs supérieurs et ceci et cela, plutôt que contre les gamins des quartiers. Et donc, voilà, il s'agit de se demander comment on va faire pour s'appuyer là-dessus. C'est comme si aujourd'hui, c'était être intelligent, c'était être résigné, c'était être fataliste, vous voyez ? Ça devient un marqueur d'intelligence. Et souhaiter casser cette carapace, c'est comme si c'était être naïf. Ben, je pense qu'il faut jouer la carte de la naïveté aussi, parfois. Alors, qu'est-ce que je termine? Je termine sur quoi? Voilà. Tout l'enjeu, tout le sens de ma bagarre, c'est de faire retrouver un ancrage populaire à la gauche. Je le dis, j'étais à la buvette de Piquigny dimanche, mais samedi, je projetais Merci Patron dans le salon de la mère de Linda. Linda, c'est la directrice du centre périscolaire de mes enfants. Et sa mère, elle avait mis, c'était mignon, elle avait mis... On était accueillis par un gamin qui s'appelle Cacahuète, enfin, surnommé Cacahuète, bien sûr, et il s'était mis en costume. Et Linda lui dit pourquoi t'es habillé comme ça, Cacahuète? On m'a dit aujourd'hui je fais le service. Donc bon, il s'était mis en costume. Il y avait les nappes avec les napperons sur la table, les deux tables qui étaient rassemblées, une dizaine de personnes qui étaient là. Il y avait un salarié de chez Whirlpool, il y avait des gens qui bossent chez Auchan et tout ça. Et on a eu pendant, de manière un peu confuse, mais pendant 1h30, un débat politique. Et il voulait un Trump. J'aurais dit non. Le première démarche de Trump, ça va être de passer l'impôt sur les sociétés de 35 à 15%. Donc demandez un Trump, mais demandez un Trump de gauche, quoi. Oui.
Et donc, voilà, il s'agit, tout l'enjeu, c'est aujourd'hui avec des appareils on sent bien que la gauche a décroché des classes populaires. Il s'agit de retrouver, jour après jour, moléculairement, un ancrage dans les classes populaires. Alors on va dire, mais c'est qu'une circonscription sur 577. Pourquoi on viendrait se bagarrer seulement sur celle-là? Moi, je crois à la valeur de l'exemple. Vous savez, quand les gens ont vu le film Merci Patron, ils ne se sont pas dit c'est une histoire qui se déroule à Forest en Cambrésis et qui ne vaut que pour la famille Clure à Forest en Cambrésis. Non, on en a tiré de cette histoire-là une valeur d'exemple, une valeur beaucoup plus universelle en se disant, grosso modo, on est parfois plus fort qu'on ne le croit et ils sont parfois plus fragiles qu'on ne le pense, quoi. Et ben, je pense que si jamais un miracle politique dans ce contexte de morosité se produisait dans une circonscription, qu'elle basculait à gauche alors que, a priori, c'est le Front National, la droite et tout ça, pour une vraie gauche, je pense que ça serait comme une lumière qui s'allume dans le tunnel pour, sinon le reste de la France, du moins pour un certain nombre de personnes en France qui se diraient, ben, ça veut dire qu'il y a une autre voie qui est possible pour la colère des gens. Et c'est pour ça que je vous invite à venir nous soutenir dans cette bataille, en pensant que ça rouvrira l'espérance. C'est un jalon sur un long chemin, mais qu'on peut rouvrir l'espérance de ce côté-là. Alors je termine en disant que, de toute façon, vous savez, on a fourni à la Révolution française quand même Danton, ouais, moi la grande Picardie socialiste, elle comprend l'Artois aussi, hein, mais bon, parce que historiquement on parle de ça, on a fourni Danton, on a fourni Robespierre, on a fourni Saint-Just, on a fourni Camille Desmoulins, on a fourni Gracchus Badebeuf, donc tous les bataillons de montagnards, ils viennent de chez nous parce que je pense, Todd il dit qu'il y a une fibre égalitariste dans notre bassin, mais aussi on a eu la grande jacquerie de 1358, sur laquelle je peux revenir avec vous, mais qui est partie de Picardie et qui essentiellement s'est déroulée en Picardie. Donc moi, ce à quoi je vous invite pour demain, c'est à être une grande jacquerie électorale. Voilà, je vous remercie.